Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Coup d'envoi de la 33e session de la conférence régionale de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture pour l'Afrique. Systèmes agroalimentaires résilients et transformation rurale inclusive. C'est le thème retenu pour 3 jours de débat autour de la sécurité alimentaire et le développement durable. 18 avril, journée internationale des monuments et des sites, une manière de valoriser et de sauvegarder le patrimoine culturel dans toutes ses facettes. La Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, que préside son Altesse royale la princesse Lalla Hasna, lance plusieurs actions de sensibilisation au profit des plus jeunes. Et puis nous irons au cœur de la Casbah des Oudaya pour vous faire découvrir le musée national de la parure. Ce haut lieu de patrimoine qui propose une exposition permanente dédiée à la parure dans toute sa diversité et sa richesse. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhnouch. Au menu des travaux, l'adoption d'un projet de loi modifiant et complétant la loi portant réforme des centres régionaux d'investissement et création des commissions régionales unifiées d'investissement. Le Conseil a également adopté 2 projets de décret, le premier fixant les modalités d'établissement de la liste des arbitres ainsi que les conditions d'inscription de radiation y afférentes. Le deuxième texte concerne la conception et la production et la maintenance des aéronefs. Le Conseil a examiné un accord conclu dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, portant sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, adopté à New York en juin 2023 et signé par le Maroc en septembre 2023. Et lors d'un point de presse à l'issue de cette réunion hebdomadaire, le ministre chargé des relations avec le Parlement et du porte-parole du gouvernement Mostafa Baitas a affirmé que le gouvernement œuvre à doubler le nombre d'ovins destinés à l'abattage à l'occasion de Eid al-Adha par rapport à l'année dernière. Notant que le gouvernement envisage actuellement d'importer 600 000 ovins, un chiffre susceptible d'être revu à la hausse. Rabat abrite la 33e session de la conférence régionale de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture pour l'Afrique. La conférence a démarré aujourd'hui sous le thème « Systèmes agroalimentaires résilients et transformation rurale inclusive ». Cette conférence de 3 jours est l'opportunité pour les pays africains de discuter de solutions pratiques et concrètes pour la sécurité alimentaire et l'amélioration de la production agricole. Khadija Zarwal et Iman Abou. Une conférence de 3 jours et des enjeux multiples. Discuter des solutions pratiques et concrètes pour la sécurité alimentaire et l'amélioration de la production agricole en Afrique, avec une vision bien définie des priorités avec la FAO pour les 2 prochaines années. Il s'agit de réaliser un changement transformateur et durable dans les systèmes agroalimentaires à travers le continent. La sécurité alimentaire est un objectif atteignable au niveau du continent. Dans les 20 ou 30 prochaines années, l'Afrique est appelée à être l'un des plus grands fournisseurs de la planète. Je suis d'ailleurs optimiste à ce sujet, mais nous avons besoin d'un véritable engagement politique, d'investissement et de développer des circuits de commercialisation. We need a marketing accessibility. La résilience des systèmes agroalimentaires est véritablement tout l'enjeu des discussions. Les conclusions auxquelles nous allons aboutir devront prendre en considération les moyens à même d'orienter et d'appuyer les programmes de la FAO et ses partenariats avec les pays du continent pour être plus efficients, avec un échange profond des expériences et le soutien de l'innovation et la recherche scientifique. باش تكون أكثر نجاعة وتكون أكثر تعاون وتبادل الخبرات ودعم يعني الابتكار دعم العمل يعني البحث العلمي. Partager les meilleures pratiques, explorer des partenariats, discuter des opportunités. Tels sont les fils conducteurs de cette conférence régionale. Ici, le Maroc constitue un modèle régional phare en matière de transformation des systèmes agroalimentaires. Nous sommes heureux d'être au Maroc parce que le Maroc, par la maîtrise de l'eau, a réussi à faire bondir la production agricole. Et nous croyons que nous pouvons copier de cet exemple marocain-là
Dans nos pays, l'eau est considérée comme une menace alors que ça devrait être une opportunité. Et nous sommes venus pour non seulement bénéficier de l'expérience marocaine, mais échanger sur les innovations et la technologie qui peuvent aider à améliorer le rendement agricole. Le Maroc est un pays champion en ce qui concerne quand même les systèmes agroalimentaires, y compris l'agriculture. Quand on parle quand même de la maîtrise d'eau et de plusieurs technologies liées quand même à la production et des produits alimentaires. Également au menu de cette conférence, un débat autour du cadre stratégique de la FAO pour la période 2022-2031. Une feuille de route visant à contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable, en mettant fin à la pauvreté, en éliminant la faim et en réduisant les inégalités. La République de Libéria réaffirme son soutien à l'intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris le Sahara marocain. Une position exprimée ce jeudi par la ministre des Affaires étrangères libérienne Sarah Beisolo Nyanti, qui s'est entretenue avec le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Dans un communiqué conjoint publié à l'issue de ces entretiens, la ministre libérienne a réitéré le soutien de son pays à l'initiative d'autonomie présentée par le Royaume en 2007, qui constitue la seule solution crédible et réaliste pour la résolution du différend autour du Sahara marocain. Madame Nyanti a également souligné le rôle des provinces du Sud en tant que hub africain majeur, appelant à faire de l'expérience de ces provinces une base en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre d'une politique de développement pour l'ensemble de l'Afrique. Le monde célèbre aujourd'hui, 18 avril, la journée internationale des monuments et des sites. À cette occasion, la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, présidée par son Altesse royale la princesse Lalla Hasna, a organisé des visites guidées aux monuments et sites historiques de la ville de Taroudant au profit de plus de 1000 écoliers, collégiens et enseignants de la ville. Les élèves ont effectué des visites aux sites et aux monuments de Taroudant, dont les remparts, les portes historiques, la Kasbah, le jardin Ibrahim Roudani, la grande mosquée, les Zaouïas et la Médina. Ces visites des monuments et des sites patrimoniaux qui se sont tenues du 15 au 19 avril sont encadrées par une équipe de professionnels du patrimoine, comprenant des conservateurs des sites et des inspecteurs de monuments historiques. Cette initiative a profité à plus de 15 élèves, des élèves de 15 écoles primaires et 20 lycées qualifiants dans le cadre des programmes éducatifs de la Fondation Je découvre mon patrimoine Taroudant et Je dessine mon patrimoine Taroudant. De programmes lancés en partenariat avec notamment le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, ainsi que le ministère de la Jeunesse et de la Culture et de la Communication et l'UNESCO. Et à l'occasion de la Journée mondiale des monuments et des sites, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau Mohamed Smar, expert en patrimoine. Bonsoir. Bonsoir Omaïma. Nous venons de le voir, la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, que préside son Altesse royale la princesse Lalla Hasna, entreprend de nombreuses actions pour la sensibilisation et la préservation du patrimoine. Oui. Une action qui s'ajoute à bien d'autres en matière de valorisation du patrimoine. Quel est selon vous l'intérêt de l'approche pédagogique dans ce processus ? L'intérêt, il est immense, il est très très important. Parce que, en tant qu'expert du patrimoine, ça fait des décennies qu'on a toujours soulevé ce problème de sensibiliser les jeunes et surtout les enfants et les élèves dès le jeune âge pour l'amour de leur patrimoine naturel et patrimoine historique. Donc, cette action est une action très positive. Et surtout, je félicite le choix de la ville, parce qu'on a choisi la ville de Taroudant, comme il y a eu les derniers problèmes du tremblement de terre de l'Haouz. Donc Taroudant était parmi les villes qui ont été touchées par ce fléau. Et heureusement que, alhamdoulilah, la majorité du patrimoine, il a été aujourd'hui restauré, réhabilité, en cours même d'être restauré, de réhabilité, dans les règles de l'art, avec des experts alhamdoulilah, marocains qui ont acquis une grande expérience par rapport à la restauration et à la mise en valeur de ce patrimoine. Donc c'est une action très positive. Elle va permettre aux jeunes et aux élèves et aux enfants de connaître leur patrimoine. Et c'est un pont aussi pour qu'ils puissent traverser ce pont
pour arriver à l'amour de ce patrimoine, parce qu'on ne peut pas aimer quelque chose si on l'ignore, si on ne le sait pas. Mais quand on fait des actions comme ça, des actions de sensibilisation par la Fondation du patrimoine de Rabat, présidée par son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, c'est des actions très très importantes qui sont... Il y a plusieurs actions, parmi elles cette action que vous venez de citer, qui a été faite par rapport au 18 avril, la journée mondiale du patrimoine. Et aussi, il y a aussi, je profite pour demander aux autres instances, que ce soit l'éducation nationale, même pourquoi pas dans les écoles, surtout les écoles primaires, aussi dans la société civile. Il y a plusieurs sociétés civiles qui sont actives dans ce sens pour qu'ils puissent sensibiliser aussi à leur tour sur le plan national l'amour du patrimoine et la connaissance de ce potentiel national qui est une richesse, que ce soit le patrimoine naturel ou architectural et historique, et surtout le patrimoine matériel et immatériel. Et justement, vous en parlez, la célébration de cette journée internationale est également l'occasion de mettre en relief la diversité et la richesse du patrimoine culturel, matériel et immatériel du royaume. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la singularité de ce patrimoine, dont plusieurs aspects sont classés sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO? Exactement, vous avez mis le doigt sur le point le plus important, c'est la diversité justement, parce que le royaume du Maroc, alhamdoulilah, en tant qu'historien et archéologue et en tant qu'expert en patrimoine, moi je vois mon pays, le royaume du Maroc, comme un musée à ciel ouvert. Un musée à ciel ouvert, c'est un depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, en passant par la préhistoire, l'histoire antique, l'histoire médiévale, l'histoire moderne, l'histoire contemporaine, toutes ces périodes, toutes ces phases et cette stratigraphie de l'histoire et du patrimoine du Maroc reflètent justement cette diversité. Donc la diversité réside en justement, premièrement, la diversité naturelle, parce qu'il y a au Maroc le patrimoine naturel, il y a une diversité du patrimoine naturel, il y a le désert, il y a les montagnes, il y a les plaines, il y a les côtes maritimes, il y a le littoral, que ce soit atlantique ou méditerranéen, il y a plusieurs diversités naturelles. Ce qui pousse justement les choses en patrimoine historique et archéologique aussi, il se transforme dans cette diversité, que ce soit au niveau chronologique, des périodes comme je viens de citer tout à l'heure, ou au niveau régional, ça dépend des régions où se trouve ce patrimoine. Parce que les matériaux de construction, par exemple, ils diffèrent d'une région à une autre, selon les moyens. Est-ce qu'il y a la pierre, est-ce qu'il y a la brique, est-ce qu'il y a le bois, est-ce qu'il y a... Ça dépend des matériaux. Chaque région a une richesse des matériaux de construction et a une richesse aussi selon le climat de cette région. Est-ce qu'on a besoin, par exemple, d'une forte densité de la chaux par rapport aux matériaux de construction ou moins? Ça dépend de la région et du climat de la région où ce patrimoine se trouve. Donc il y a cette diversité-là. Et autre chose, c'est qu'il y a aussi une diversité par rapport à l'architecture et à la beauté architecturale et aux écoles architecturales, des dynasties qui ont régné au Maroc depuis les Idrissides jusqu'aux Alaouites, en passant par les Almoravides, des Almohades, des Mérinides, les Saadiens. Il y a cette diversité et ce potentiel justement du patrimoine naturel, du patrimoine matériel et immatériel, pardon, qui justement donne à tout Marocain cette fierté justement d'être Marocain et de représenter justement ce beau patrimoine, et qui n'est pas seulement resté entre les frontières du Maroc, mais comme vous avez cité au début, maintenant, alhamdoulilah, plusieurs sites et plusieurs monuments et plusieurs villes même au Maroc qui ont été classés sur la liste du patrimoine mondial, et plusieurs aussi monuments immatériels qui ont été classés sur la liste du patrimoine mondial. Et ça, c'est aussi une fierté et un honneur pour tout Marocain. Monsieur Mohamed Smar, expert en patrimoine, je vous remercie d'avoir été l'invité du journal. Merci à vous même. Restons dans la même veine. Je vous propose une visite guidée au cœur de l'un des musées de la capitale, le Musée national de la parure.
Un haut lieu de patrimoine qui met en relief la création artisanale dans toute sa splendeur. Ces murs sont ornés de bijoux d'antan, des collections riches et variées, tout droit sorties des tréfonds de cet héritage ancestral. Sans plus tarder, allons nous balader dans cet espace muséal qui célèbre le savoir-faire ancestral des maîtres artisans marocains. Le reportage est de Abdelhamid Jbran Amin Ammouré sur un récit de Nisri El Hamdawi. Le site historique des Oudaya est l'écrin qui renferme une collection de bijoux et de caftans d'une rare beauté. Des objets qui respirent l'élégance et le charme du mode vestimentaire d'antan. Bienvenue dans le Musée national de la parure de Rabat. Impossible pour le visiteur de se perdre dans ses entrailles. Un parcours tracé selon une approche monographique guide ses pas. Une multitude de thématiques s'offre à son regard, de l'évolution historique des parures et costumes à la parure masculine, mais aussi celle amazigh, en passant par les spécificités régionales du bijou urbain. Le thème me plaisait, le musée des parures, parce que c'est un thème assez original. On ne voit pas ça partout. Dans les musées d'anthropologie, on voit souvent des parties dédiées aux parures, mais des fois c'est pas très complet. Là, on a une vue assez complète et je suis très intéressée par un des objets qui est le plus vieux collier du monde. Et ça, c'est assez exceptionnel. Avoir quelque chose de spécifique sur les bijoux, j'ai jamais vu ça ailleurs et bon, c'est très intéressant. Et puis bon, voilà, l'esthétique, la beauté, les motifs qu'on retrouve après dans les décors de jardin, dans les décors de maison. Voilà, je trouve ça très intéressant et c'est bien mis en valeur, quoi. J'éprouve beaucoup de plaisir à découvrir ce site impérial et surtout les bijoux et les parures exposées. Ce lieu est vraiment exceptionnel. Cette sélection de bijoux unique en son genre est confectionnée à la main, selon des techniques ancestrales qui en disent long sur la dextérité des maîtres joailliers et bijoutiers. Un riche savoir-faire jalousement préservé et transmis au fil des générations. Le musée est une opportunité pour voyager dans les différents détails qu'offre l'histoire des bijoux marocains. C'est l'occasion de matérialiser l'histoire à travers les pièces exposées. Ainsi, le visiteur peut découvrir les caractéristiques des différentes époques mises en avant. Le musée est la plus belle expression de la richesse de la culture marocaine qui s'illustre dans les techniques utilisées dans la confection des bijoux. Plus que des accessoires et des tenues qui enjolivent l'allure des hommes et des femmes. Les ornements exposés sont un vecteur social qui renseigne sur les codes esthétiques locaux d'un royaume riche de son patrimoine culturel millénaire, marqué par le brassage de plusieurs civilisations. Page Monde, de nouvelles frappes meurtrières ont secoué la bande de Gaza. Au moins 71 morts supplémentaires ont été recensés, portant le nombre total des décès à plus de 33 900. Au moment où la communauté internationale appréhende la riposte promise des autorités israéliennes à l'attaque inédite de l'Iran le week-end dernier. L'Union européenne a appelé à la plus grande retenue. Elle a également décidé d'imposer de nouvelles sanctions à l'Iran. Elle vise les producteurs de drones et de missiles et des engins utilisés dans la première attaque directe menée par Téhéran. Et la crise au Moyen-Orient et les nouvelles sanctions contre l'Iran sont au centre des discussions du G7, des ministres des Affaires étrangères qui se déroulent depuis hier soir jusqu'au vendredi sur la petite île touristique italienne de Capri au large de Naples. Les ministres au premier rang, desquels le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, parleront de la situation au Moyen-Orient, de ce qui s'est passé entre l'Iran et Israël, de la situation à Gaza et de la situation en mer Rouge, où les rebelles Houthis soutenus par l'Iran perturbent le transport maritime.
Retour chez nous sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. La garde royale organisera les 26, 27 et 28 avril courants à la carrière Hassan II au Mchouara Rabat le concours officiel du saut obstacle 3 étoiles avec la participation des plus éminents cavaliers des clubs équestres nationaux affiliés à la Fédération royale marocaine des sports équestres. Selon un communiqué de la garde royale, cette compétition connaîtra le déroulement de 19 épreuves, dont le point d'orgue sera le prestigieux Grand Prix de Sa Majesté le roi Mohammed VI, prévu le dimanche 28 avril 2024. Un mot de sport, la sélection nationale de futsal affronte demain son homologue libyenne en demi-finale de la 7e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de futsal. Les Lions de l'Atlas ont l'ambition de décrocher leur billet pour la Coupe du Monde 2024 en Ouzbékistan et s'approcher ainsi de son 3e sacre consécutif continental. Rappelant que l'équipe nationale a fait un carton plein lors de la phase de poule en terminant à la tête du groupe A avec 9 points. De son côté, l'équipe libyenne s'est qualifiée en demi-finale en se classant deuxième du groupe B derrière l'Égypte avec 6 points. La 4e étape de la 38e édition du marathon des sables remportée par des coureurs marocains. Chez les hommes, Rachid Morabiti est arrivé à la première place avec un chrono de 3h13 minutes 24 secondes. Chez les femmes, la marocaine Aziza Al-Amrani a poursuivi sa domination. Plus qu'une simple course, le marathon des sables est une véritable aventure pour l'ensemble des concurrents. C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Dominique Orlando et Asma Tazi. C'est toujours la question que l'on se pose lorsque l'on voit tous ces concurrents venus des 4 coins de la planète prendre part à ce marathon des sables qui requiert un entraînement des plus rigoureux au préalable. Est-ce le seul besoin de se surpasser dans un environnement naturel aussi splendide et dépaysant? Serait-ce plutôt la nécessité de se confronter à soi-même, à ses propres limites qu'il faut ici repousser sans cesse? Quel que soit le défi de chacun, c'est une aventure qui est extrême sur le seul terrain de la course elle-même, mais aussi du climat. Et que dire du fait que tous concourent en autosuffisance alimentaire, soit avec leurs propres besoins en nourriture disposés pour toute la semaine dans leur sac à dos. Malgré toutes ces difficultés, la course connaît tous les ans une affluence toujours plus grande. Hommes et femmes de tout horizon y prennent part, car ils savent que le but est d'aller justement jusqu'au bout. C'est à ce moment précis que le sentiment tant attendu du devoir accompli se révélera unique et sans équivalence. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Oula.